Comme on va commencer l'interview. Il y a notre frère Akram qui est, qui est à l'heure comme d'habitude. C'est quelqu'un d'une ponctualité redoutable. مرحبا بك خويا Akram. Ça va? مساء الخير مساء Ça va الخير. Habibi? Ça va واش mon راك frère? لاباس؟ Ça fait plaisir de t'avoir توحشنا avec nous. لافوا تاعك اصاحبي. كيف خويا؟ توحشت لافوا تاعك. لا فوا شوب. barakallahu fik. Il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai une voix radiophonique alors que j'ai وي. jamais fait de radio de ma vie. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de t'avoir avec nous. Je suis content de te voir sur AL24. Je suis content de te voir même dans des médias français, hein. J'ai cru voir que tu es passé sur France Culture, je crois, ou quelque chose dans le وي. genre. وي. Hein? Tu vois, mais وي. en tout cas, je te suis et tu sais que je t'ai en très très haute estime parce que euh, tu صح. représentes ce que je voudrais que l'élite algérienne soit. Hein? عارف. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Comment vas-tu déjà? والله الحمد ربي لاباس، الحمد لله الحمد لله. Ça va? Tout va bien? لا با لاباس. Alhamdoulilah, tout va bien. Bon, en tout cas, il y a les gens les gens, ils vont arriver. Donc là, pour planter le décor, donc on reçoit notre frère Akram Kharieff et les gens vont arriver. Essayez de partager les amis et le live. Euh, donc on te reçoit par rapport à une actualité que tu as. Donc c'est un nouvel ouvrage qui s'appelle Dans l'ombre du Shahed et qui parle quelque part euh, de l'histoire du programme de drones iraniens. Donc c'est un livre, en tout cas moi, que je trouve de très très haut niveau. Donc la thèse centrale de ton livre, elle explique comment l'Iran, soumis à un embargo, hein, et des sanctions sévères, et qui l'ont de facto privé euh, d'accès à la technologie occidentale, a pu bâtir un programme de drones qui présente un caractère très disruptif, hein, comme tu l'as explicité. Et tu as même parlé du programme de drones le plus disruptif du 21e siècle. Je te laisserai après développer et je te poserai des questions. Et quelque part, l'Iran a réussi à transformer une contrainte en avantage stratégique. Euh, et si tu veux bien, et si tu as du temps, on va peut-être passer. Si, une heure, ça te va? Enfin, pour qu'on puisse cadrer l'échange, وي parce que j'ai صافا préparé des questions. Hein? صافا صافا با بروبليم. Ah, voilà. Donc, 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 le, donc on va essayer de mettre cette actualité NTAC avec ton livre dans l'ombre du Shahed l'épopée du programme de drones iranien. Et je précise que ton livre est disponible sur les plateformes Amazon. Je sais pas s'il est, j'ai vu qu'il était en français et en anglais aussi. Je sais وي pas وي si en جي langue بوبليي arabe. اونجلي تاني للناس اللي عندهم الالرجي للفرنسيه، ومن حقهم تكون عندهم الالرجي للفرنسيه. دونك جي في ليفور دو لو بوبليي اون اونجلي و جو شيرش ان ترادكتور بور لو بوبليي اون arabe تاني. ما Ok. عنديش مشكل مع هادي. Ok. Ben, il y a des gens qui nous suivent qui sont allergiques. Je sais pas, peut-être que nous n'hadrons من pas l'arabe ou حقهم. le français. شوف انا جو Ah, ريسبكت تو الموند، جو ريسبكت تو الموند. واحد يقول لي انا ما نحبش نقرا الفرنسي، خويا سي سون شوا مانيش غندخل في voilà. حياته. دونك جو لوي بروبوز اون التيرناتيف بالانجليزيه. Voilà. Mais en tout cas, le livre Interact, c'est ce que je peux dire. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas tout lu, mais je l'ai lu quand même. Je l'ai lu en diagonale. Je trouve que ça vaut le coup de l'acheter. Je trouve que le prix n'est pas prohibitif. C'est tout à fait honnête. Il y a une version papier et une version électronique disponible sur Amazon. Donc il y en a pour toutes les bourses. Est-ce qu'il y a une version papier? Parce que j'ai eu des questions, hein, parce que كاين كاين j'ai fait فيرسيون la بابي promotion. كمان. J'ai كاين fait la فيرسيون promotion بابي. في الجزائر parce que في الجزائر نو با encore. voilà. Je Ouais. cherche un truc, Un éditeur. un éditeur où, Ah, sincèrement, je ne trouve pas d'éditeur. Les huge d'euros que va me rapporter le livre Amazon, je vais les investir pour imprimer en Algérie et distribuer en Algérie. وحدي. voilà. Donc, Ok. مانيش مدايرها أنا pour gagner de l'argent. Au contraire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué هاد الأيامات، باسكو برك باش تكونوا على بالكم الكتاب هذا كتبته en 13 jours.
Ah, 13 jours, j'ai pas dormi pendant يعني pratiquement une semaine, on a عليه nuit et jour. Non, je vais un peu raconter comment est venu le livre, hein. Anna, ça fait longtemps que je travaille sur l'Iran, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur l'Iran. عندي كتبت في le monde diplomatique على l'Iran il y a 10 ans, على l'armée iranienne. Au départ فهمت باللي l'armée iranienne elle se distingue خارجة من le lot. علاه parce que elle est très autonome. Parce que les Iraniens ont les mêmes problèmes que nous, on va dire les Houmas, ils sont assez isolés politiquement. Maintenant, j'ai de vrais alliés. Maintenant, j'ai des alliés qui peuvent يعولوا عليهم. Donc, تعلموا l'autonomie, تعلموا le fait de compter sur soi, le fait ils ont monté toute une logistique autour de ça يعني, c'est une logistique qui va de l'achat des équipements alors qu'ils sont sous embargo de l'étranger, le recrutement des élites, le vol d'informations, le piratage, tout ça a contribué, tout ça a pris beaucoup de temps. خدموا très très sérieusement sur la chose. Au moins, ils se sont dotés d'une industrie militaire de qualité exceptionnelle, et tout seul, pratiquement avec très peu d'aide, en s'appuyant sur des technologies dépassées, en les modernisant, en faisant euh, en faisant du rétro-engineering, etc., etc., etc. Ils ont été très, très intelligents sur ça. Donc, ça fait longtemps que je travaille avec eux. Où le programme de drone, je m'y suis intéressé depuis assez longtemps parce que avant la défense déjà, quand نخدم avec une entreprise de défense sud-africaine, et à l'époque, il proposait un drone kamikaze. يعني نحكي على il y a 15-16 ans, hein. Un drone kamikaze. Et à l'époque, j'avais eu la chance un peu de voir un peu comment ils faisaient, au moins pour vendre la technologie, parce qu'ils n'ont pas pu vendre le drone, mais ils ont vendu la technologie. Ils l'ont vendu aux Chinois, ils l'ont vendu aux Iraniens, ils l'ont vendu tani aux Israéliens. Et à l'époque, c'était très très innovant. L'idée a dit d'avoir des drones qui vont parcourir des centaines de kilomètres et qui vont s'écraser sur. À l'époque, c'était sur des radars. L'objectif, c'était d'exploser des radars à distance. Et مع الوقت, donc le sujet تاع les drones, il m'a toujours intéressé depuis 18 ans, hein. كلمة drone ما تعرفهاش. Et bon, à كل حال l'Algérie تاني est un pays précurseur في le domaine هذا. On s'est intéressé à ça très 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 en avance par rapport à l'Algérie, par exemple. On s'était intéressé à ça من وقت l'Afrique du Sud, من وقت l'accord de défense avec l'Afrique du Sud, on parle d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans. et on rappelle pour ceux qui ne le savent pas que l'Algérie a importé des drones, c'était des Seekers, je crois. Des seekers Ah, 1, des seekers 2. Et à l'époque, on travaillait sur. Enfin, شوف العشر سنين تاع لا ديسيني نوار تاع الإرهاب, صارت لنا كيما إيران. c'est vrai. L'Algérie ولات عندها تما tellement le besoin face à la guerre ou tellement l'embargo كان قايسنا, خلاو الناس تخدم, خلاو الناس تخمم, خلاو الناس تبريكولي دي سوليوشن سيفيلو ميليتير ديتورني, جيب منا لصق منا. داروا دي بروغرام تري تري انوفون. على بالكمش نتوما شي با اللي يعرف, شكون يعرف فيكم لو بروغرام بيلغرام. بروغرام بيلغرام هذا سامع به بالقاسم نتايا؟ En toute honnêteté, مش سامع به يعني انا شوف تعرفني بروغرام كيما بون انا. يقول لك يا بريسكريبسيون عدى عليه الوقت. بروغرام بيلغرام هذا سيتي داروا لا ميزون بلاس في لو نور تاع الجزائر كامل دو بيلون راديو. لي بيلون راديو هادو كانوا يديفوزي بارتو vers plusieurs centraux.
لي زيماج نتاع لي زيليكوبتر Hmm. نحكيو 2000 هذه فرنسا ما كانتش عندها لا تكنولوجيا هذه الانجليز ما عندهمش اكسيتيرا يفالي موبيليزي دي ساتيليت حنا درناها افيك دي Et راديو c'est بون pour, on a fait ça tu veux dire pour transmettre les images des en hélicoptères live à un centre de commandement et en live d'opération. en En live, live ok, ok. ضد الارهاب Hmm. والمشكل سي كوا سي كو بيرغان لي زيكيبمون لاركيتكتور بون كلشي امبورتي على كل حال بصح كومام ليدي اللي Là, je crois que الجيريان l'intégration est algérienne, اللي peut-être. الجيريان مي Hmm. كلش عدى على سوناتراك ميم لي زيليكوبتر ميم لي كاميرا عداو كوم كوا سيتي بور لا sécurisation تاع لي بايب Hmm. لاين On revient, parce que j'ai préparé des questions comme ça, on va cadrer l'entretien comme on n'a qu'une heure. Donc déjà, ton livre, il s'intitule Dans l'ombre du Shahid. Pourquoi tu as choisi ce livre, ce titre, Dans l'ombre du Shahid? Donc, est-ce que tu peux nous parler de la genèse? Donc, je vois, tu as dit 13 jours, mais je précise que ce qu'a fait Akram, c'est un pavé de quasiment 300 pages. C'est Non, vraiment 200 très, pages. un peu plus de 200 pages, Mm. 260, j'ai pas. En tout cas, c'est très documenté. Il y a des images, il y a des données techniques. Yani, c'est pas un feuillet. Yani, c'est pas un petit livre, un petit livre. Yani, ça vaut le coup de l'acheter. Donc voilà. Donc, comment t'es venu l'idée, le titre, qu'on rappelle quand même pour les gens qui vont aller l'acheter sur Amazon. Et je vous encourage à l'acheter et j'engage ma crédibilité yani, de tous ceux qui m'écoutent. Allez l'acheter, vous n'allez pas regretter. Donc, le titre, Dans l'ombre du Shahid, l'épopée du programme de drone iranien. Est-ce que tu peux nous parler de le titre yani, comment t'es venu l'idée du titre? Voilà, s'il te plaît. شوف avant le titre en début de guerre كتبت بزاف j'ai écrit beaucoup d'articles على إيران على هرمز على هذيك و j'ai commencé à écrire un article على كيفاش بدا le programme de drone iranien كتبته بلي زارشيف اللي عندي 15 سنه وانا نلم فيهم ومن بعد كتبت لقيت روحي كتبت 25 باج Hmm, سي با بوبليابل 25 باج سي ترو لون بور ان ارتيكل hmm, بون قلت هكاك نكتب على تو لو بروغرام دو درون وخلاص et donc je m'y suis consacré le titre il est venu bien sûr à la fin à la fin j'ai considéré باللي la chose la plus emblématique اللي داروها les Iraniens في le domaine des drones c'était le Shahid parce que قدروا يكسبورتيوه parce qu'il a eu une influence à la guerre contre l'Ukraine, il a eu une influence sur le terrain contre l'État sioniste, utilisaوه العراقيين, utilisaوه السوريين, utilisaوه حزب الله, utilisaوه اليمنيين تاني. Donc c'est devenu شوية le symbole هذا de la technologie hmm, iranienne. Sachant que le Shahid, au départ, c'était un drone conçu à la fin des années 90 par les Allemands. hmm. On va être les Sud-Africains. Mais ceux qui ont réellement vu le potentiel, où ils l'ont développé, c'était les Iraniens. Et rappelons que ce drone, il y a plein de pays qui ont pris qui l'ont copié, adapté, amélioré. Bon, on en parlera plus tard. Après, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est que tu précises d'emblée que ton livre n'est pas un plaidoyer pro-iranien, alors que le livre, quelque part, c'est un livre technique. C'est pas, tu exprimes pas des positions politiques ou quoi qu'est-ce, ni un réquisitoire. Pourquoi cette posture, Yani, t'a paru essentielle pour traiter ton sujet? Tu as le droit de répondre ou pas, mais ça m'a un peu interpellé. Parce que je savais que j'allais terminer le livre et qu'il allait sortir en pleine guerre. À un moment où راني نشوف باللي كان ان كليفاج كبير كي تشوف لي بلاطو تيلي الجيريان ولا لي ميديا الجيريان لي ريزو سوسيو الجيريان نشوفوا باللي كاين مام ان كليفاج فيهم Hmm. باللي اوني او بيان افيك ليران او بيان كونتر ليران انا j'ai fait de la précision باش Hmm. الناس تفهم يعني باش باللي ترفع الشبهات يعني باش ما يقولوش او اكرم راهو شيعي ولا يعني سي با دو تو السوجي انت عندك ان انغل يعني سيونتيفيك يعني اون اناليز
un angle analytique. Il n'y a pas de technique ما راكش وhistorique aussi. هذا ما راكش لا نبدا دير بيبليسيتي ولا راك حاجه يعني اللي تشوفها يعني سي اون بريز دو فيو اناليتيك هذا ما وتقدم كان. يعني المعطيات. هذا ما كان دا تكنيسيان لا اكثر ولا اقل. واضح. Troisième question, yani vous montrez que le programme de drone iranien n'est pas dans la puissance. Ça, c'est un élément très important, mais dans le manque. En quoi la guerre, justement, Iran-Irak et l'embargo est-il déterminant? Ça, je pense que c'est une question essentielle pour comprendre la genèse yani, du programme iranien. Sauf les Irakiens, ils avaient accès tout le catalogue d'armement occidental ou soviétique. بالك c'est le seul pays au monde في l'époque هذيك اللي كان يقدر يشري à la fois من موسكو من باريس ومن واشنطن اللي يحب. كان عندهم اوبن بار. لي زاميريكان باعوا لارم شيميك لي زيراكيان. باعوا دو كوا ديفلوبي لارم شيميك لي زيراكيان. لي فرونسي باعوا لهم دو نوكليير دي كاباسيتي نوكليير. يعني باش تشوفوا face à quoi se sont retrouvés les Iraniens. Ils se sont retrouvés Houma sous embargo total et avec une armée décimée, complètement purgée, décimée, etc. Ou face à eux, ils avaient des Irakiens qui avaient accès à tout. Et malgré ça, ils n'ont pas perdu la guerre. Bon, ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils n'ont pas perdu la guerre non plus, et ils n'ont pas perdu de territoire. Donc à la fin, ils ont résisté. Ils ont résisté Bush en sacrifiant des millions d'hommes et aussi en faisant avec ce qu'ils avaient sous la main. Donc ils avaient quoi? Ils avaient des ingénieurs. Les ingénieurs, ils les ont utilisés au maximum. Ils ont lancé une initiative, اسمها le djihad technologique. Le djihad technologique. قال انت يا ingénieur ما تهزش الكلاش وتروح نرميك في لاطرونشي. جاهد دي نوتر مانيير. جاهد بواش جاهد بالعلم نتاعك. دونك يا هاد l'exploitation. D'ailleurs, je le raconte dans le livre نتاعي. كان ان ايبيزود وين واحد من لي فونداتور نتاع لو بروغرام هذا ان مومون كي تخدم لو درون اي تو قال لهم يروحوا ربي يسهل عليكم انا ما نمشيش معكم لا فونتير جو سوي كونتر لا غير. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est ça l'intelligence des Iraniens. Ils ont tout exploité. Tout ce qu'ils avaient, ils l'ont exploité. Parmi ça, les hommes, les ingénieurs, les religieux, et avec ça, ils ont gagné à la fin. Et est-ce que, et est-ce que tu peux dire, enfin, paradoxalement, que les sanctions ont été clairement un accélérateur stratégique? Parce que les Iraniens n'auraient peut-être pas utilisé les mêmes méthodes, s'ils étaient dans le. Et la question sous-jacente, après on va revenir à la fin de. Quand on terminera les questions, on va essayer de faire un parallèle avec l'Algérie. Comment tu. Déjà, est-ce que tu crois que ça a été un accélérateur stratégique? Et comment tu verrais, par exemple, si on n'est pas sous embargo, et j'espère qu'on ne le sera pas, comment l'Algérie peut s'inspirer de ce cas d'espèce iranien dans ses développements futurs? Non, l'embargo ديما مليح parce que ça développe, ça te pousse. L'embargo كي تكون في خطر كي تكون في حرب كيما صارت لنا حنا حاجة مليحة parce que ça te pousse à être créatif. Ça te pousse à être dur, à prendre les vraies décisions. ما توليش كسول كما يقولوا. ما تكونش ما تبخلش روحك من لي ريسورس اللي عندك. وتنحي على روحك l'importation. Donc راك obligé te consacrer la créativité تاعك ou les efforts نتاعك pour régler les problèmes تاعك. وهذه حنا لا لوسون اللي نقدروا نستنبطوها اون بليس عشناها وشفناها ونزيد نعاودها. في التسعينات الجيري دارت بزاف حوايج اللي ما نعرفوهمش اليوم اللي كانوا تكنولوجيكمون remarquable parce que كنا sous embargo parce que كان عندنا des problèmes كان عندنا des problèmes كان عندنا des problèmes مع de nombreux pays. l'URSS كانت طايحه. la Russie كانت ما كان والو. فرنسا nous avait mis sous embargo. les Américains ما كانوش يتعاملوا معنا. On avait accès à rien. Donc ça nous a poussé à aller vers d'autres pays, vers l'Italie, vers l'Afrique du Sud, vers le Vietnam,
juste pour capter de la technologie, pour travailler, pour avancer. Donc il faut هاد l'esprit, هاد la grinta هادي اللي كانت عندنا لازم تولي لنا. Et on peut كدولة lancer un projet اللي يشبه لهذا le jihad technologique qui est une sorte de مش جهاد مش شرط نشبه جهاد mais Impeccable. qui est une sorte de sursaut ou là de réveil technologique تاع حنا on fait du make in Algeria. Khoya, tu fabriques ici, ou là tu fais du transfert de technologie, ou là جميع واحد عنده une idée, ben l'idée هذيك l'État doit être là pour la transformer du stade d'idée au stade industriel. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Bon, il y a des solutions pour ça, on en parlera une autre fois. Si Très, 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 très clair. Après, tu as parlé de l'histoire là du djihad scientifique, mais ton livre est traversé quand même par plusieurs figures d'ingénieurs et d'étudiants et de combattants anonymes. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de raconter ces histoires par les hommes plutôt que par les seules machines? Je sais pas si c'est c'est assez important, saisissant. وعلاش Ouais. وعلاش parce que ça La nous dimension rappelle. humaine. Non, la dimension humaine, mais Tani, il y a une dimension collective. Ça montre que ce n'est pas une caste qui a dirigé ce programme et qui a réalisé le programme. Au contraire, c'était des gens qui venaient d'horizons très différents. Des gens religieux, des gens non religieux, des gens, ils étaient politisés, l'Ukraine, ils n'étaient pas politisés, ils avaient des purs ingénieurs, et ils avaient des gens qui provenaient de l'artisanat. واحد منهم, c'est un fils de Saïri, يخدم الذهب. Donc, ils ont exploité le talent au manuel pour fabriquer des hélices, pour fabriquer le design de l'appareil. Et donc, j'ai insisté sur ça pour dire que ما كانش طبقية في la technologie, ما كانش هذا باتني وهذا ترقي وهذا كحل وهذا ابيض في la technologie, وما كانش هذا باباه فلان وهذاك او Et قهوي c'était des messages وهذا قهوي. subliminaux يعني وي وي pour وي nous. Ok. Parce هذاك que وتاع c'est ça. الجلفه، هذاك وتاع الجلفه، هذاك وتاع كذا، هذاك وقهوي، هذاك نو. لا تكنولوجي ما فيهاش طبقيه، ما فيهاش لا صحيح. راس، ما فيهاش الدين، ما فيها والو، فيها حاجه، فيها لوبجيكتيف تاع واضح. بلادك. C'est très très clair. Donc, il y a qu'un charrette, il faut lire. Il y a le livre, mais il faut lire entre les lignes aussi. C'est pour ça qu'il faut le lire attentivement. Une autre question qui me paraît quand même clé, c'est à quel moment, selon toi, l'Iran comprend-il que le drone n'est pas un outil tactique, mais un instrument de puissance? Parce que là, aujourd'hui, euh, les drones, pour moi, c'est, en tout cas dans le théâtre iranien, c'est pas, c'est moche un outil tactique, c'est devenu vraiment un outil stratégique. Et on le voit dans la guerre asymétrique. Peut-être on va en parler après plus tard. Mais cette question, pour moi, elle est très importante. Cette prise de conscience, parce que de cette prise de confiance, de conscience, il y a comment dire, la puissance de l'investissement. Parce que comme il y a la prise de conscience politique, le politique va mettre de l'argent et beaucoup d'argent dans cette direction. Je ne sais pas si ma question est claire, Akram. Elle est claire ou j'en parle pas dans le livre. J'en parle pas dans le livre parce que ça ne concerne pas juste les drones. Ça concerne tout le programme de défense iranien. Lorsqu'il y a eu la deuxième guerre d'Irak, donc 2003, Fiort George W. Bush, les Iraniens ont compris que ça ne sert à rien d'acheter de l'armement classique pour demain se retrouver contre les États-Unis. Parce que les Irakiens, ils se sont fait détruire très rapidement. Où ils ont lancé, j'en parle pas j'en Non, parle non, pas non. comme ça dans le livre, mais T'en parles pas, mais ça aurait pu être un chapitre, parce que c'est quand même. non, ça aurait pu, euh, ou ça peut. ما نكذبش عليك، ما نكذبش عليك، أنا j'ai pas envie d'arrêter ici. Je suis en train de préparer un autre livre sur le programme balistique iranien. Donc c'est oui, pour ça ça fait que sens. Ça fait sens. Ouais, ça fait sens. Ok.
En 2003, ils ont lancé un programme اسمه بيت المقدس. Mhm, هذا le programme هذا كان فيه une partie air défense ou d'ailleurs mhm. ils sont en train de récolter اليوم les bénéfices نتاعو parce que c'est à l'époque اللي خدموا le Majid, le Ra'd, ils ont conceptualisé خدموا un cahier des charges اللي يقول باللي notre défense aérienne ne doit pas, elle doit être totalement passive, ne doit pas être détectable, doit être mobile, qu'on peut cacher, qu'on peut indiquer et on va l'utiliser pour monter des embuscades. Ils ont aussi décidé à partir de 2003, il fallait investir dans des vecteurs aériens de longue portée qui ne soient pas des avions. Et il y a pas mille solutions, hein. Tu as trois autres solutions qui ne sont pas des avions. Tu as le drone, tu as le missile de croisière et tu as le missile balistique. Et ils ont investi dans les trois rades. Et donc, le déclic, ça a été la guerre d'Irak. La guerre d'Irak, il fallait passer à une solution purement iranienne, à 100% iranienne, qu'elle marche ou pas. Et c'est là où ils se sont rendus compte que, en voulant taper, donc ils avaient leur objectif il est à 2000 kilomètres, c'est l'entité sioniste. Anti-sioniste. Et donc, 2000 kilomètres, l'atteindre par des drones, par des missiles, par des missiles balistiques, ben, ils y sont parvenus, bchouïa, bchouïa. Et c'est là où ils ont découvert que ça avait une capacité stratégique. Le drone devenait un élément stratégique, c'est devenu un élément de diplomatie, c'est devenu un élément aussi qui faisait rentrer des devises. L'Iran, l'usine à la Bouga en Russie, bon, on a tendance à dire que le drone Shahad il coûte 10 000 dollars, ou là, je sais pas où je m'en fais négocier. 20 C'est 000 vrai qu'il dollars, coûte rigolo. 20 000. 10 000 dollars en Iran, produit en Iran, mais en Russie, il coûte très cher. L'usine a coûté très très cher. Ça a جيران coûté, يعني تتكلم على قرن هذاك oui, القرن. oui, oui, ça a coûté dans les 2 milliards d'euros, hein, de monter l'usine, etc. Donc, Mais après, je te pose une question parce que les Russes l'ont quand même pas mal amélioré. Et je sais pas si c'est bien toi sûr, qui bien sûr, on en parlera après parce qu'il y a eu bien sûr. un retour aussi en Iran. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais je te Oui, laisse oui. continuer parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Et C'est donc, très intéressant. c'est à ce moment-là où ils ont découvert que ce n'était même pas de la puissance, c'était de la superpuissance. Et Mm. qu'ils pouvaient capitaliser sur ça. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que le titre du livre devait comporter le terme shahad, parce que le shahad symbolise tout ça. Très bien. Donc après, il y a quand même une rupture. Ça fait le lien avec ce que tu viens de dire, une rupture doctrinale parce que vous expliquez très bien la logique de saturation et l'asymétrie économique, hein. Donc l'asymétrie économique, c'est quoi? C'est que vous avez le drone qui coûte 10 000 ou 20 000 dollars. J'ai pas les prix catalogue, désolé. Et en face, vous avez des vecteurs qui coûtent des millions de dollars ou d'euros pour les intercepter. Donc voilà. Donc est-ce que tu peux résumer simplement ce que cette doctrine change par rapport à la guerre traditionnelle? Bon, ça c'est une question de néophyte, mais comme on essaye de vulgariser allez, la chose militaire à nos auditeurs, donc si tu peux expliquer en quoi c'est vraiment puissant et ça peut peut-être expliquer les atermoiements de Trump hein, qui perd un peu patience avec les Iraniens. Ça rentre dans la logique d'attrition. Les Iraniens ferment ils ne pourront jamais atteindre la technologie américaine en termes de qualité, en termes de précision, etc., à cause de l'embargo et à cause aussi du fait que ce n'est pas une superpuissance technologique. Donc, ils ont pensé que la solution serait de compenser la précision, la puissance, la technologie par le nombre. Et qui dit nombre dit coût, donc abaisser les coûts. Et donc en faisant ça, ils se sont retrouvés très vite avec des capacités d'envoyer des milliers de drones sur des objectifs en ne dépensant pas, et pas que des drones hein, d'ailleurs, hein, même les missiles balistiques iraniens, on n'a pas tendance à parler des prix intaham, mais par exemple le Aimad, le CG, le Radar, c'est des missiles qui coûtent 100 000 dollars à produire, hein. C'est le prix d'une BMW.
Ouais, ouais, c'est Et vraiment sauf, pas cher. Quand on sait que des missiles comparables côté occidental ou même russe, c'est des millions d'euros, voire bah, c'est des millions d'euros. C'est des des millions dizaines, d'euros. voire des centaines de milliers. C'est pas. Et donc, leur idée, c'est, comme on a le nombre, en fait, au moins, ils ne réfléchissent pas en termes de coût. À l'âge, et c'est faux de réfléchir en termes de coût. Hadi, l'idée de dire, blé, j'envoie un missile qui coûte 100 000 $ et l'ennemi va tirer 6 missiles ou la 12 missiles qui coûtent 1 million chacun, donc on va, راح نخسروهم. C'est une fausse vraie idée. Alors, d'abord parce que tu as les Saoudiens qui vont donner 1 000 milliards de dollars à un moment de C'est eux l'histoire. qui payent, c'est eux qui Hadi payent, hein. wahda. Et au moment Donc, où on les s'en fout. Émiratis, c'est pas Hadi notre qu'on sujet, mais s'en c'est fout. eux qui payent. Hadi qu'on s'en fout. L'argent n'est pas un problème. Ou deuxièmement, quand tu envoies 12 missiles pour intercepter un missile balistique ou là, un drone, que ça te coûte 12 millions de dollars, ça qu'en contrepartie, tu protèges une installation qui peut coûter 200 millions de dollars, ben tu as fait ton travail, frère. Tu as fait ton travail. Si tu protèges le radar d'un THAAD qui coûte 1 milliard avec deux salves de 12 missiles à 24 millions de dollars, راك درت خدمتك. Même si ça coûte 10 000 dollars de l'autre côté. فهمتني. Donc, Huma, ils ont pas fait ça pour faire perdre de l'argent, mais pour faire perdre des missiles. Parce qu'ils savent qu'il y a un nombre fini de missiles que les États-Unis, par exemple, ont en catalogue 1500 JASSM, qui sont les missiles longue portée Intaham qu'ils utilisent contre l'Iran. Et ben, quand ils auront tiré les 1000 ou la 1500, ben, ils vont devoir, après ça, rentrer dans l'espace aérien iranien pour les abattre. Et donc, هاي la logique نتاعهم هما. Ils se disent que les Israéliens, ils ont à tout casser 500 missiles patriotes, 800 missiles KDA, KDA, KDA. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent, ils font le total des défenses aériennes et des missiles de l'ennemi et ils envoient le même nombre plus un, en sachant que le plus un, Hadak, il va rien trouver en face. Donc, ça a été la logique dès le départ. Ça a été Et, la et on, logique dès le et, et départ. on la voit d'ailleurs, parce que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une sorte d'épuisement des intercepteurs, des défenses, et là, on voit que les Iraniens montent en gamme par rapport aux vecteurs qu'ils envoient, avec des missiles à sous-munitions, Yannick, qu'on ne connaissait pas. En tout cas, moi, peut-être toi, tu les connaissais, mais il y a des choses, Yannick, et même là, je ne sais pas si on peut parler peut-être de l'attaque de la base séoudienne où ils ont éliminer un AWACS américain. Moi, Ouais. j'étais vraiment très bluffé et impressionné par la précision chirurgicale de cette attaque. Et là, on se pose la question du soutien chinois ou russe quand même par rapport à. Et c'est pas possible. Bon, moi, je n'ai pas la faiblesse de croire que les Iraniens sont autonomes dans cette histoire. Enfin, il y a, comme on dit en anglais, de l'intel qui vient d'alliés de l'Iran, ça c'est sûr et certain. Il y a ça interpelle. En tout Ça cas, fait, ça fait ça 30 ans ça qu'ils se interpelle. préparent à cette guerre, hein. Ça fait 30 ans. Et je pense que ils ont tout préparé seuls et ils ont tout préparé de façon à ce qu'ils puissent faire face seuls à cette guerre. S'ils ont des informations en plus, des éléments en plus, je pense que marhaba bihum, mais je pense qu'ils le font quand même tout seuls. Et qu'ils ont des Toi, hommes sur place. tu penses qu'ils font ça avec des capacités 100% iraniennes. Euh, Et non, ce que je dis, c'est ah, que voilà. cette guerre a été voulue Oui. avec des capacités 100% iraniennes. Et Ok. elle aurait pu se dérouler pareil avec des capacités 100% iraniennes. Ok. Mais que des informations qui viennent de Russie ou de Chine sont les bienvenues et Oh, sont un multiplicateur de ok. force. Ok. Ils permettent à l'Iran de faire en un jour ce qu'ils auraient dû faire en 2 semaines, Balak. Hmm. Donc Donc, c'est pas une information, c'est une analyse plutôt. T'as pas d'information c'est dans une ce sens. analyse. Non, Ok. C'est très on clair. n'a personne n'a d'informations. Moi, j'ai pas, je l'ai pas. Donc c'est pour ça que je pose la شوف en question. plus ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك انايا quand je vois في les Je sais plateaux que tu es bien informé, donc c'est pour ça que je te pose non la question. quand je T'es, vois en في tout les cas, plateaux occidentaux ouais. les analystes qui disent oui oui c'est les Russes et les Chinois qui aident pour moi c'est du racisme parce que Ok. au moins ils refusent d'accepter que quelqu'un qui n'est pas blanc
Ouais. qui n'est pas qui n'est pas de, comment dire, judéo-chrétien, eh ben, il ne peut pas avoir, il ne peut pas battre des judéo-chrétiens, il ne peut pas battre des Après, occidentaux. ils reconnaissent quand même, ils reconnaissent la supériorité du cerveau iranien J'espère. et ils insistent que les Iraniens ne sont pas des Arabes. Là, par contre, il y a du racisme dans ce qu'ils racontent, parce que les Arabes aussi, bon, on a aussi eu des scientifiques, des savants, etc. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. J'ai une question par rapport à. اسمح لي برك ندخل دو بارونتيز، انا مانيش معليش، مثلا سيونتيفيك جاي من السعوديه. ماشي نهضر على السعودية، نهضر على ايه الجزائر. نو نو. انا هضر على الجزائر. قلت دي زغاب، بون مانيش حاب ندخل في لو ديبا تاع لا العرب. مي معليش On est معليش ce qu'on يعني veut, on est ce qu'on فوالا. veut. بصح على بالي بلي لا سيونس دو الاسلام جات من الاناطولي، من لا بيرس ومن سي الافريق فري الغرب، ما سي فري جاتش مي من الجزيره صح. العربيه. مي احنا في الجزائر on a eu des scientifiques يعني وانا نقول لك. احنا في الجزائر on a eu des scientifiques. في العراق aussi il y a eu des scientifiques يعني on peut pas dire que يعني l'Irak à l'époque de Saddam, bon qu'on aime ou on n'aime pas Saddam, c'était l'Irak était une référence scientifique et tu le sais يعني les Bien sûr. universités irakiennes يعني voilà, c'est ça ce que je voulais dire et ce que je note c'est que dans les télévisions européennes le fait d'insister que les Iraniens ne sont pas des Arabes, moi je le prends mal et je trouve ça que c'est du Oui, racisme oui, oui, oui. contre les Arabes et c'est pas acceptable. Je rappelle quand même que l'arabité est une constante nationale, donc on Bien est en sûr. Algérie, voilà, donc il faut respecter toutes les constantes nationales. Donc voilà, j'ai une question quand même, c'est est-ce que tu penses que la spécificité iranienne ou une évolution yani, que toutes les armées. C'est-à-dire, est-ce que tu penses que la spécificité iranienne peut être intégrée dans n'importe quel type d'armée ou est-ce que tu penses, je pense à l'armée algérienne par exemple, par rapport à cette doctrine hein, dit qu'on a, t'as l'attrition, la doctrine asymétrique, est-ce que tu penses par exemple, et en posant cette question, je pense à un excellent article que tu as écrit qui m'a beaucoup plu quand tu as parlé de la marine iranienne et tu Ouais. as insisté sur le cas sur la marine côtière, tu vois, et t'as expliqué. Il faut lire. Enfin, je parle du livre de notre frère Akram. Je vous en parle souvent dans mes lives. Il a aussi un compte sur Substack, c'est ça, Substack, où il fait des articles, mais vraiment de très très haut niveau. Croyez-moi. Et je vous assure qu'en lisant ces articles, vous allez dormir moins con. Donc, essayez de abonnez-vous à son compte Substack et je pense que tu avais écrit un livre, pardon, un article sur, sur cette Oui, marine. oui. Et c'est toujours y aller la même idée hein, qu'on retrouve. Voilà. شوف، Faudra. c'est transposable, mais pas à tous les pays. Il y a des prérequis. Il faut que le pays en question ait une masse critique en termes humains, donc suffisamment de population, suffisamment de capacité à produire des ingénieurs, des armées, etc. Donc un pays de 5 millions, un pays de 50 millions, un pays de 100 millions, mais je kiffe, kiffe. هذه واحدة. Il faut que le pays هذا ait des ressources naturelles, qu'il ait la capacité de nourrir, donc de se retrouver sous embargo, donc de nourrir sa population, et que qu'il ait un, disons une sorte de stabilité مش politique mais sociétale, que il y ait dans la société un minimum اللي متفاهمين عليه كامل. هذا ça peut être une stratégie, une vision, etc. Donc, un pays qui coche toutes ces cases, il peut y arriver. Il peut y arriver. C'est transposable à ce pays. L'Algérie fait partie. Je pense que l'Algérie coche toutes les cases parce qu'on a des ressources naturelles, on a des capacités à nourrir notre population. On a une population qui est grande. On a une université qui produit, tant bien que mal, mais qui produit quand même, même si tout ce qui est produit, 1% est excellent, ben, si on a 1 million de personnes qui sortent, ben, 1% c'est beaucoup. C'est beaucoup. Très C'est clair. transposable à l'Algérie pour peu qu'il y ait de la stabilité sociétale, qu'il y ait une vision, qu'il y ait une stratégie et qu'il y ait Moufarma. Bark, Moufarma Binadem. Très clair. On accueille avec nous Artisan Malik. Je sais pas si tu connais Akram, notre frère Artisan Malik, qui a Non, un marhaba bik.
un patriote algérien qui passe. Et je vous invite à regarder Artisan de Malik tous les jeudis, c'est ça, sur Canal Algérie. Hein, Oui, donc, généralement, je dis ça. voilà, qui passe sur Canal Algérie. En tout cas, c'est un patriote de la première heure ou qui a beaucoup défendu l'Algérie quand beaucoup se défilaient. Donc, c'est quelqu'un que je tiens en très haute estime. Et ça fait plaisir, hein, que ce soit Artisan ou la Akram, vous passez à la télé. Ça, moi, je suis content quand je vois Malik à Canal Algérie, Akram à L24. Voilà, donc des gens de grande qualité quand on les voit, نفرحوا بهم. Et c'est ça ce qu'on veut voir يعني à la télévision algérienne du niveau au lieu de, de, de se contenter de personnes peu intéressantes. Voilà, je vais te poser. Oui, Salam alaikum, Sahih Akram, Habibi. salam, Salam. Watanin, salam tout le monde en bas. Bon, je viens مرحبا بك. d'arriver, Khouya Belgassema, donc Donc je sais pas où on c'est. parle ouais, tu viens d'arriver. Donc là, il y a notre frère Akram qui a fait un livre. Il a fait un livre très intéressant qui parle du programme de drones iraniens. Et son livre est intitulé Dans l'ombre du Shahid, l'épopée du programme de drones iraniens. Donc, il parle de toute la. Il est en plusieurs parties son livre, qui parle de 1980 jusqu'en 2026. Donc, il y a quand même 46 ans de programme qui sont détaillés dans un livre d'un peu plus de 200 pages de très haut niveau. Et là, je pose des questions à Akram par rapport au livre que j'ai pu parcourir. Et après, on va embrayer peut-être sur l'Iran. Et je sais que Artisan, c'est quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité géopolitique et c'est quelqu'un qui a des analyses très, très intelligentes, très pointues. Donc, je pense que tu auras peut-être des questions à poser peut-être à Akram. Qui lui aussi connaît l'Iran depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui étudie l'Iran. Et voilà, je pense que ça peut nous intéresser, Yanni, en tout cas pour apprendre ou avoir ses points de vue. Voilà. Exactement, exactement. Voilà, ok. Donc je vais peut-être pas aller, j'avais préparé beaucoup de questions, je vais peut-être laisser le débat un peu plus interactif. Je vais te poser une dernière question sur le cas Shahed. Peut-on dire que le Shahed 136 est moins impressionnant technologiquement que symboliquement? Et après, bon, les questions, je vais peut-être laisser Artisan te poser des questions sur l'actualité, mais en tout cas, le livre, je vous le conseille, il faut l'acheter. Et c'est un livre qui va vous apporter Yanni, vraiment beaucoup d'informations sur Le, voilà. Oui, oui, le Artisan. titre, Belgassema, il demande le titre en bas, Ah, le répète le titre, titre, quelqu'un. je le répète, le titre c'est dans l'ombre du Shahed, l'épopée du programme de drones iraniens. Si vous voulez, je vais mettre les liens Amazon dans mon compte X. Allez-y sur ma page X et même sur TikTok, je vais mettre les liens. Donc vous allez sur Amazon, c'est simple, vous mettez Akram Kharayef et vous allez yani avoir le livre de notre frère et qui a un prix symbolique, à moins de 10 euros pour la version électronique et je crois 20 euros pour la version papier. Yani c'est pas Si, pour si je, voilà. si je peux Oui, faire, artisan. si je peux faire une petite réflexion là-dessus, il y en a qui écrivent des lives sur ChatGPT, des livres sur ChatGPT, ils les vendent à 50 balles. Et à Karam Khariev, Exactement. je sais que c'est son domaine. Moi, je le suis sur Mena Défense depuis Ah, tu longtemps. connais, ouais, ouais. C'est sur ce domaine-là, je sais qu'on est, enfin, Non, non, je il prends y a pas beaucoup de chat d'informations. GPT. Ouais, je sais que c'est son domaine et je sais donc moins de 10 euros là, Iberik, donc c'est Ouais, très intéressant. non. Merci. Franchement, c'est symbolique et comme il l'a dit au début, il fait pas ça pour gagner de l'argent. C'est plus pour voilà. Et ce qu'il nous a annoncé, et je trouve ça très intéressant, il va faire un autre livre sur le programme balistique iranien. Donc ça, qui est en train de voilà. Ah, quand même, je sais pas si tu as entendu la question que je t'ai posée sur le J'ai Shahed entendu, ou. ouais. J'ai Ah, entendu. Si, chauffe. Ça reste un succès technologique parce que le paramètre coût, il fait que ça change tout parce que aucun autre constructeur ne parvient à fabriquer un, un vecteur qui peut transporter jusqu'à une cinquantaine de kilogrammes d'explosifs sur 2000 kilomètres pour 7, 8 000, 10 000 dollars. Ça n'existe pas. Donc, on peut dire que c'est un succès technologique. ok. Je vais te poser une dernière question par rapport à ton livre et après on va ouvrir le débat sur ce qui se passe en Iran. Quelle est selon toi l'erreur d'analyse la plus grave
que continuent de faire les décideurs occidentaux à propos du programme justement de drones iraniens? C'est quoi l'erreur d'analyse la plus grave? Parce que là, je pense qu'ils ont toujours pas compris. En fait, quand tu vois ce que font les Américains, et on va peut-être parler de leur opération un peu ratée là pour sauver le soldat Ryan, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore compris? Ils n'ont pas compris une chose, c'est que la technologie, elle peut être frugale. Et elle doit être frugale. Et que la masse est plus importante dans le cas précis des drones que la précision, que la portée. Et donc, les Américains n'ont jamais réussi à conceptualiser ça à l'âge parce que c'est une industrie qui est censée rapporter de l'argent, faire de la masse, etc. J'ai travaillé dans l'industrie de défense. Je peux vous dire que l'industrie de défense, ce sont des marges de folie. On n'est pas sur du 10% de marge, on est sur du 1000% de marge. Le véritable prix d'un avion de chasse, c'est pas 100 millions d'euros. Hein. Si vous le prenez sur les équipements un à un à la production, on est sur quelques centaines de milliers d'euros, quelques milliers, quelques 2-3 millions d'euros, pas plus. Donc, c'est une industrie technologique à très très forte rentabilité. Elle a très forte rentabilité parce que c'est une industrie qui évolue constamment, qui investit beaucoup dans la recherche et développement et qui ne fait pas de stock, qui vend sur étagère. Et donc les Iraniens, eux, ils ont pris le concept à l'envers. Eux font des stocks. Ils s'en foutent que la technologie soit dépassée, si elle a 10 ou la 20 ans de retard. L'essentiel, c'est qu'ils ont du stock qu'ils peuvent utiliser maintenant et qui peut faire de l'attrition chez l'ennemi. C'est ça le plus important. Deuxièmement, les Iraniens ne font pas ça pour l'argent. Donc, ça leur permet de produire beaucoup. Et c'est en ça que les Américains, que les Occidentaux, ne pourront jamais rivaliser avec ce genre d'initiative. Ils ne pourront pas. Et voilà, c'est ça la chose sur laquelle les Iraniens, les Occidentaux se trompent. Les Ukrainiens ont compris ça. Eux, ils le font de manière un peu différente, un peu disruptive. Eux fonctionnent en réseau. Ils ont démocratisé la production. On peut fabriquer un drone chez soi et le donner à l'armée. On participe à l'effort de guerre et ça participe à baisser les coûts. Ça, c'est très très intelligent, mais dans une optique de se faire de l'argent, qui est l'optique principale, la raison d'être de l'industrie militaire américaine et occidentale, c'est tout simplement impossible. Très, très clair. On va peut-être une vraie dernière question là sur ton livre. Après, on ferme le truc parce que ton livre est vraiment très passionnant. Si tu dois résumer le livre là dans l'ombre du Shahid en une seule idée à retenir pour le grand public, quelle serait-elle? Une dernière. Après, on va laisser Artisan. Peut-être, je pense qu'il a des questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur le théâtre iranien et je pense qu'on a besoin de ton analyse pour mieux comprendre. Pour moi, l'esprit du livre, c'est la démonstration qu'une bonne idée technologique alliée à une bonne vision politique, ça permet de battre n'importe quel ennemi dans le monde. Tout Très simplement. clair. Donner la chance aux gens, faire tout pour faire passer de l'idée à la concrétisation et prioriser la production nationale, pas l'importation. Donc tu C'est ça. encourages, c'est un message peut-être subliminal pour nous, ايش pour, سبليمينال pour, يعني voilà, كيما direct, pour, نحشم برك ما نكتبش كلام العيب برك سينو نو. voilà, mais احنا نتمناو يعني on a beaucoup d'intelligence en Algérie, beaucoup d'ingénieurs très intelligents et on le voit dans les différents concours en Chine ou ailleurs où voilà, donc il faut libérer les énergies et l'innovation, moi je pense que le potentiel d'innovation qu'il y a en Algérie est sous-exploité. Tfadal khoya Artisan, je ne sais pas si tu as des questions, une interpellation pour nos frères, c'est the floor is yours. Tu fais comme tu veux, tu es chez toi mon frère. Ouais, j'avais une réflexion et j'aimerais avoir le point de vue d'Akram. Alors justement, parce que je pense que le shahid en réalité est un symbole de ça. Est-ce que
parce qu'on voit beaucoup de pays dans le Golfe, à travers le monde, mais spécialement dans le Golfe, utiliser chacun à une vision de la défense ou de voir l'avenir, etc. Est-ce que d'avoir une véritable profondeur historique, c'est-à-dire avoir tout un cheminement historique qui date de plusieurs milliers d'années, sans s'enfermer dans ce passé-là et de vivre dans une époque un âge d'or révolu, est-ce que ça a aidé l'Iran vraiment à concevoir une véritable politique de défense, mais au-delà de ça, parce qu'on voit bien que en réalité, c'est la défense ou c'est la technologie de défense qui est développée, mais c'est une vision du pays, c'est l'indépendance du pays sur le long terme qui est visée. Est-ce que ils tiennent cette résilience ou ce mode de pensée où ils ont adopté cette politique en puisant dans leur histoire sans s'enfermer dedans, et c'est là où c'est compliqué pour certains pays. C'est une, euh, c'est une très bonne question qui répond un peu à la question sur le nom du livre, le titre du livre, parce que le titre du livre ne devait pas être celui-là. J'ai simplifié en mettant le titre. J'allais utiliser un peu la, comment dire, la mythologie persane pour parler de la chose. D'ailleurs, il y a encore une trace, le début du livre, le premier chapitre, enfin la première partie s'appelle La Forge de Charivar, Shahrayour, qui est un peu le creuset dans lequel se fabriquaient les armes des dieux persans, les zoroastriens. C'est important d'avoir une histoire, c'est clair. Très très important d'avoir une histoire, d'avoir un passé, d'être une civilisation, d'être issu d'une civilisation. C'est très important parce que d'abord ça rassure, ça rassure. Lorsqu'on ferme les yeux et que on se dit que finalement on est aussi le descendant de Tark ibn Ziyad, de Juba II, de Yodas, de Khalid ibn al-Walid quelque part, des Abadela. On se dit on peut appréhender le monde avec un recul historique. Et c'est rassurant. C'est rassurant, ça donne, ça donne du courage et ça nous situe aussi. En fait, ça nous donne envie de rentrer dans l'histoire, nous aussi. Je vois mal un Américain vouloir rentrer dans l'histoire parce qu'il n'a pas d'histoire, tout simplement, ou d'autres pays. Hein, je parle pas que des États-Unis. Donc, c'est important et ça joue. Et j'ai parlé tout à l'heure des creusets civilisationnels qui ont supporté l'islam, qui sont les creusets anatoliens, persans et nord-africains. Et ce sont trois colonnes qui ont soulevé cette arabo-islamité. On devrait en être fier, on devrait s'en inspirer, mais on devrait aussi s'inspirer de notre histoire, de notre propre histoire, de connaître notre propre histoire. D'ailleurs, je salue les initiateurs je sais pas, quelqu'un comme Mohamed Doumir, quelqu'un qui sont en train aujourd'hui de nous faire redécouvrir l'histoire algérienne et que ce n'est pas simplement une futuha islamique et un passé conflictueux avec Rome, il y a beaucoup plus de choses et on devrait en être fiers nous aussi, je pense. Très bien. Je suis pas artisan. Si tu as une autre question, ouais. Alors, non, je voulais juste ajouter parce que je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il a dit. Hein. Et justement, ça, en fait, il a très bien expliqué. Il faut aller plus loin que ça. Il faut expliquer aussi le contexte géopolitique de l'époque. Parce qu'en réalité, bon, les technologies changent, mais les forces en place et les mécanismes et les méthodes de la guerre, quand on voit que l'art de la guerre, qui date, je crois, de 4000 ou 5000 ans, est toujours étudié. Et d'ailleurs, je pense que les Iraniens maîtrisent très très bien
Sun Tzu. En fait, le danger, je voulais passer, le danger dans ce genre d'initiative, c'est de s'enfermer dans un âge d'or qui est révolu et d'oublier de se construire comme le font certaines nations et de rêver à des concepts qui n'existent plus ou à des territoires qui n'existent plus. Ça peut être une base et on doit avoir cette base, mais il faut toujours regarder vers l'avenir. Je voulais juste ajouter ça. Je sais pas ce que... Artisan charrette ou Arid. Mais le problème d'un artisan, c'est que c'est les gens à qui tu fais référence, et j'ai pas, on n'a pas envie de. Là, on est sur un débat de très haut niveau, donc on va pas parler de ces gens-là. Mais c'est des gens qui n'ont. C'est même pas leur histoire. Parce que quand on regarde ces fameux 12 siècles d'histoire, c'est une histoire mauritanienne, algérienne. Ouais, Si c'était leur histoire encore, mais bon, c'est même pas leur histoire. non, Donc justement, Belgacem, c'est justement, j'essaie de faire passer hmm, le message qu'on ne doit pas tomber dans ce genre de non, travers. Et on doit accepter toute notre histoire et regarder surtout vers l'avenir. C'était juste au contraire. Mais exactement. t'as raison, t'as bien compris le. C'est même pas, oui, j'ai compris, je te connais par cœur. C'est pas, je pense que c'est pas, voilà. Et même Akram, moi, ce qui m'a plu chez Akram, tu as fait récemment une interview très intéressante dans un média espagnol. J'ai oublié le nom avec le journaliste. Ou c'est moi avec le journaliste Francisco Carrion, et il est qui est connecté. l'excellent. Des fois, il bat les narfs, il est connecté. Euh, tu as fait une très belle interview chez lui. Tu sais ce qui m'a le plus plu dans ton interview? C'est qu'avec l'espagnol, il essayait de te ramener au Maroc et à une comparaison avec le Maroc. Et toi, non. Et tu l'as dit avec beaucoup de clarté. L'armée algérienne n'est pas. Enfin, on s'est jamais préparé pour combattre le Maroc, en fait. La doctrine Tala n'a rien à voir avec ça. Et tu l'as bien développé. Et il faut pas. Il y a des gens qui essayent de nous ramener vers le bas. Et il faut pas. Enfin, il faut arrêter avec ce genre de comparaisons qui ne sont pas dans notre intérêt à nous. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à l'Iran. Est-ce que tu penses que les, que les États-Unis ont perdu la guerre yani, d'une manière stratégique? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que Donald Trump nous explique que la guerre va se terminer yani, très bientôt. Il nous a parlé au début, il nous a dit qu'il avait éliminé tous les dirigeants iraniens et qu'il n'y avait plus personne avec qui négocier. Et en même temps, il t'explique qu'il négocie avec des Iraniens alors qu'on ne sait pas avec qui il négocie. Là, je pense, enfin, est-ce que tu ne penses pas que les Américains sont dans une impasse stratégique quelque part? Et que, Rapidement, dans ta question, il y rapidement. a plusieurs questions. Oui, oui, je D'où sais, là, mais ça, c'est mon. est-ce qu'il faut écouter Donald Trump? Je pense pas parce que Donald Trump, il s'adresse à plusieurs publics, il dit certaines choses pour des raisons très précises, il parle beaucoup les dimanches, il menace Pour les beaucoup, marchés, il pour fait les vendre. marchés, pour les marchés, Exactement, pour les Hmm. marchés, il parle à son opinion publique, il parle aux Iraniens, il parle. Donc, Donald Trump, ou bien on suit exactement ce qu'il dit et on le met dans son contexte, ou bien c'est pas la peine. De toutes les manières, il n'est pas déterminant. Deuxième chose, je pense que c'est une erreur de considérer que cette guerre est une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Moi, je pense que c'est une guerre entre l'État hébreu et l'Iran et que les États-Unis sont une sorte de mulet logistique qui est là pour aider les Israéliens. Donc la véritable décision, la stratégie, celui qui va gagner ou qui va perdre à la fin, c'est pas Washington. Washington a perdu dès le début. Donc il ne faut pas se concentrer sur une défaite ou une victoire américaine. C'est pas important parce que les Américains peuvent déclarer aujourd'hui qu'ils ont perdu, se retirer, et en réalité, ça sera le pire des cadeaux qu'ils feraient aux Iraniens. Ça signera la destruction totale de l'Iran dans 2, 3, 4 ans. Et au contraire, ils peuvent gagner la guerre et arrêter la guerre, accepter une reconfiguration du champ du Moyen-Orient et détruire politiquement les Israéliens. Donc, ne nous concentrons pas sur les États-Unis, ça ne sert à rien. De toutes les manières, selon ce que je pense, ce que je prédis, c'est que les États-Unis vont se retirer de cette guerre d'ici peut-être 2 semaines. Parce qu'ils arrivent au bout de leurs limites
en termes de stock. Ils arrivent au bout de du nombre de cibles à atteindre, hein. Il n'y a plus rien à détruire là-bas. Les choses essentielles pour l'armée iranienne sont enfouies très très au fond, vraiment très très loin de la surface, donc ne sont pas destructibles. Et donc ils vont finir par se retirer. Restera quoi? Restera une confrontation directe entre les Iraniens et les Israéliens. Les Israéliens sont une nation nucléaire. Enfin, déjà, ils ne sont pas une nation, mais c'est un pays nucléarisé. Ils ont cette capacité de frappe de désespoir. Et c'est là où je crains vraiment le pire pour la fin de cette guerre. Ça veut dire quoi? Enfin, désolé, je te relance là. Il y a notre frère Ça Samuel veut qui vient dire que d'arriver. C'est-à-dire, tu penses que c'est les Iraniens, le scénario d'une frappe tactique et plausible, et d'une frappe sauf les tactique nucléaire. Iraniens sont en train de procéder par phase face aux Israéliens. Parce que leur cible, c'est les Israéliens, c'est pas les pays du Golfe. Les pays du Golfe, comme c'est des paillassons, parce que fait des radars, fait des bases. Il n'y aurait pas eu des bases dans ces pays-là, ils n'auraient jamais bombardé. Donc leur première objectif, la première phase de la guerre pour l'Iran, c'était aveugler les Israéliens et les Américains. Petit à petit, ils y sont parvenus. La deuxième, c'était l'attrition, les faire consommer le maximum de missiles. En faisant rentrer le Hezbollah, ils sont en train de taper même la strate la plus basse de la défense aérienne, qui est l'Iron Dome. Donc, ils sont en train de consommer les missiles israéliens. Dans peu de temps, dans peut-être 2 semaines, 3 semaines, il n'y aura plus de défense antiaérienne. Et à ce moment-là, les Iraniens vont arrêter d'envoyer des missiles balistiques sur Israël. Ils vont lancer Pourquoi? 50 000 drones Ah, ok, oui, ils vont envoyer des drones, mais ils vont d'un pas coup. s'arrêter de les D'un attaquer. coup. Oui, bien sûr, Non, oui, bien non, sûr. ils vont Ouais. envoyer 10 000, 5 000, 50 000 drones d'un coup. Et le but, l'objectif de guerre de l'Iran, c'est de désindustrialiser Israël. Donc, détruire toute leur infrastructure industrielle, infrastructure énergétique, infrastructure politique et économique. Et je Et pense c'est là bien que tu que... crains le pire. Et Ah c'est oui, là que tu oui. crains le pire Là, parce que je suis convaincu, et même les Iraniens le c'est savent, la hein. doctrine sans son, hein, les gens. Est-ce que tu peux nous parler de la doctrine sans C'est son? la doctrine sans Euh, sang. En cas de menace existentielle, ils utilisent le nucléaire. Ils le feront, mais en contrepartie, les Iraniens aussi se sont préparés à ça. Et ils ont ce qu'on appelle des mais tu penses que c'est capacités de seconde crédible? Tu frappe. penses que c'est crédible parce que C'est dans ce cas-là, possible. le nuage yani, radioactif va les atteindre. Non, Il y a, non, il y a- non, non, Hadi, c'est des mythes, c'est des mythes. Ça, c'est des mythes de la guerre froide, les nuages Ouais. radioactifs, les trucs, tout ça. Des bombes nucléaires en 2026 vont faire énormément de dégâts, mais ne vont pas contaminer des pays entiers. Ok. Ça, c'est clair, hein. On est Donc c'est loin, on est à plutôt 2 000 des kilomètres. bombes tactiques, yani, c'est plutôt tactique. Hein, c'est pas. Même des bombes nucléaires normales, ben, on le voit, hein. Il y a eu des bombes en Algérie, hein. Les gens vivent à Tamanrasset aujourd'hui, hein. On a vu l'effet de la bombe. C'est pas les Si, mêmes puissances quand même. C'est pas les mêmes puissances. C'est pas la même chose. on est sur ça. Et les Israéliens ont ça, Roma comme puissance. Bah, Donc, qui ont été testés en Algérie d'ailleurs, malheureusement. Ouais. oui, oui. Donc, si ils en arrivent à ça, ben, il faudra craindre le pire pour toute la région. Très clair. Malik, Samir, si vous avez une question. Salam alaikum. Salam Salam alaikum, Samir. Moi, avant de vous donner, j'ai une question sur l'opération Sauver le soldat Ryan. J'ai vu certaines images qui m'ont interpellé. J'ai vu tes commentaires aussi, Akram, sur Twitter. Moi, j'ai rien compris. C130, j'ai rien compris. Je suis un peu comme toi. Mais fais-moi Walou. Bon, mais je me fais toi, et apparemment, je vais utiliser quelque chose, une ferme Kamel. On va dire que l'Iran c'est l'Algérie et que on va dire le Maroc c'est le Koweït ou l'Irak ou le Golfe. Le F-15 américain est tombé du côté de Sidi Bel Abbas. D'accord? Et la fameuse base où ils ont trouvé des C-130, elle est à Al-Rouad, très très en profondeur. Et il me semble, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les Américains ont exploité de la faille pour installer une petite base. Ils ont envoyé deux avions, deux Hercules
avec dedans 2 hélicoptères chacun, donc 4 petits hélicoptères, pour préparer des missions de force spéciale, sûrement contre les infrastructures nucléaires ou le stock nucléaire iranien. Et que, à cause de pression politique pour récupérer Had le pilote, ils les ont utilisés Huma pour aller le ramener. Donc ils ont fait l'Arwat Sidi Blabès en hélicoptère et en revenant, ils se sont fait découvrir, bien sûr. Et ils ont pas eu les moyens de décoller rapidement, de remballer. Ils ont tout cramé et ils se sont barrés dans un petit avion. La théorie la plus plausible pour moi. Et Ça veut j'espère dire que qu'ils avaient déjà. Ok, là c'est plus plausible. Ok, là je comprends mieux les C-130. Et ok. Mais il y a eu quand même des grosses pertes. Hein. ils ont perdu Ok. 4 hélicoptères Ouais. et deux Euh, avions. C'est des et, avions très très précieux parce que c'est des MC-130. Tu hmm, as les forces spéciales, tu as spécial. un Ouais. radar spécial, etc. Et c'est assez précieux, ils n'en ont pas beaucoup. Hmm. Et ils ont perdu, je pense, beaucoup d'hommes parce que j'ai vu certaines images. Je pense qu'il y a eu des combats. Yani, Ah, dit, je ne sais pas. euh, ouais. Possible. Ouais. Artisan, Samir, allez-y, mes frères. Désolé, hein, j'ai un peu Ouais. monopolisé la parole. Allez-y. Non, c'est toujours Et, très vas-y, intéressant, hein. voilà. Vas-y. Artisan, si tu as envie, Non, vas-y. parce que si c'est toujours sur vraiment sur l'Iran et ce qui s'est passé, etc. Je t'en prie, parce que j'ai une question un peu plus large à Ok, Karam. très bien, très Vas-y, je bien. t'en prie. Enfin, on salue notre frère Akram, toujours un plaisir de vous écouter. Merci. En réalité, j'avais une question sur ce qui se passe aujourd'hui sur l'Iran, entre l'Iran et Israël, surtout comment les missiles iraniens arrivent maintenant à pénétrer facilement quelque part l'espace iranien. Est-ce que ça c'est en général, hein, peut-être même ça nous inclut comme question. Est-ce que le concept de la DTA, il est mis en question à travers cette guerre? C'est-à-dire, on voit très bien que la défense aérienne israélienne, elle a été saturée avec l'hypersonique. Est-ce que cette guerre, elle a changé maintenant la conception de la défense aérienne? Et nous, Elle on a est où changé. là-dedans? Elle a changé, mais encore faut-il que tu aies un ennemi face à toi qui ait les quantités de missiles de l'Iran. C'est ça. Donc, c'est un adversaire qui est totalement inédit, l'Iran, dans sa configuration actuelle. Mais face à une DAT, face à un ennemi moyen qui a 2000 drones ou la 5000 drones et 3-4 missiles longue portée, ben, c'est pas très relevant et on reste sur une DAT classique, ça suffit. Mais dans le cas de l'Iran, eux, ils ont joué sur la masse, ils ont joué sur l'attrition et ça a payé avec le temps, ça a payé. Donc c'est à celui qui a le plus de missiles, en fait, que ce soit des missiles antiaériens ou des missiles balistiques, celui qui en a le plus, qui à la fin va gagner. Et donc ça s'applique, c'est pas la doctrine, c'est juste la quantité. Les Russes aujourd'hui, Mhm. si les Russes devaient encaisser, par exemple, le même type de guerre contre l'Iran, ils feraient beaucoup mieux que les Israéliens parce qu'ils ont beaucoup plus de missiles. Ah ouais, Mais, d'accord. mais à la fin, bon, quand on se reçoit des milliers de missiles, des dizaines de missiles chaque jour, ben à la fin, on perd, hein, on perd. Ouais, Mais quel est ouais, le pays qui peut tirer ça dans le monde? Quel? ouais. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Moi, De moi, notre côté, ça va. euh, vas-y si tu veux terminer, je C'est t'en bon, prie. Malik. Merci, Akram. Voilà, Merci. parce que Akram, la question elle vient de ta réflexion sur, c'est pas les États-Unis qui sont en guerre actuellement en Iran. Euh, alors moi, au début du conflit, j'avais parlé de 2 points qui allaient changer non seulement le cours de la guerre, je pense, en Iran, mais même la configuration mondiale. J'avais parlé de la résilience iranienne et j'avais dit que c'était le point de bascule parce que plus ils vont tenir, plus ça va être, ils se dirigeront vers la victoire. J'avais autre chose. Alors, les États-Unis sont une puissance maritime, on le sait. Non pas parce que c'est une île en réalité, les États-Unis, c'est une île éloignée, et sans leur puissance maritime, ils ne sont plus le gendarme du monde et ne sont plus la puissance mondiale qu'on pensait qu'ils étaient ou
Le fait, et j'avais parlé par exemple du porte-avions, d'un porte-avions, j'avais dit que si l'Iran réussissait les prouesses de détruire un porte-avions, ça marquerait le symbole de la fin de la domination américaine à travers sa flotte, etc. Et justement, est-ce que ce n'est pas la guerre qu'est en train de perdre les États-Unis n'est pas plus large face à la Chine sur Taïwan, parce que je pense que les Chinois prennent beaucoup de leçons de ce qui se passe, mais surtout, par exemple, face à la Chine sur Taïwan et à travers le monde, est-ce que c'est pas symbolique et est-ce que les États-Unis n'ont pas perdu cette supériorité qui faisait que à n'importe quel endroit du monde, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils pouvaient se déplacer, être tranquilles et organiser que une défaite pour les États-Unis, c'est de résister et de ne pas sombrer en réalité. Aujourd'hui, on voit bien, ils ont fait fuir des porte-avions, ils ont même abattu des F-35, et là, on parle aussi d'un autre concept. Moi, j'imaginais même pas ça. Donc, j'aimerais avoir son point de vue sur ce point-là. Je reviens à mon idée principale qui est que les États-Unis ne sont pas le principal belligérant de cette guerre, qui ne sont qu'une assistante technologique et logistique des Israéliens. Au sortir de cette guerre, les Américains, bon, ils ont rien comme perte, hein. Ils ont très peu de morts. Ils ont perdu quasiment rien du tout en termes d'effectifs, d'inventaire. Donc ça ne va rien changer pour eux. La seule chose qui est en train de changer et qui fait un peu ricaner les autres, c'est la Chine et la Russie, c'est le stock de missiles de défense aérienne, surtout celui qui va sur les bateaux, donc les SM-2 et SM-3, et pour le cas de la Chine, et tout ce qui est patriote, etc. Et aussi les munitions à longue portée, donc les missiles à longue portée. Tout ça, il va falloir jusqu'à 8 ans pour les États-Unis, entre 5 et 8 ans pour le reconstituer. Et donc ça ouvre une fenêtre d'opportunité pour les Chinois et les Russes pour faire des actions entre-temps, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas affectés par une attaque américaine. Et je ne pense pas qu'on soit, du moins que les Chinois ou les Russes soient dans cet aspect ou cette vision symbolique de la chose, on n'est pas dans l'image, on n'est pas dans la guerre d'image, on est vraiment dans le calcul d'épicier du côté de la Chine et du côté de la Russie. On est en train aujourd'hui de calculer combien il reste de missiles. Parce que ils savent que s'il reste 200 missiles SM-2 et SM-3 dans la marine américaine et qu'ils ont 200 navires, ça veut dire que ou bien ils vont mettre un missile sur chaque navire, ou bien qu'ils vont avoir des missiles, des navires qui vont être désarmés. Et donc, ça va les tenter de prendre des risques. Donc, on est plutôt dans ça. Je pense que couler un porte-avions ou pas, ça ne changerait pas grand-chose. On est dans l'écriture de l'histoire longue. Et oui, ça pourrait expliquer à nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants la diminution de la puissance américaine. Mais dans la réalité, les Américains peuvent perdre 2 porte-avions que ça ne changerait pas grand-chose. Très clair, merci Artisan, cette question très intéressante. Lélo, rapidement, c'est une question pour Akram. Comme ça, on prend pas beaucoup de temps parce qu'on lui a promis 1 heure. J'ai pas envie de le bloquer sur notre live. Vas-y, Lélo, on vous la parole. Salam alaikum, Azul. Toujours un plaisir de vous écouter. Moi, je suis d'accord avec Akram. J'ai toujours dit qu'il y a les objectifs. Il y a le militaire qui est un outil politique, mais c'est quoi les objectifs géopolitiques de l'Amérique? Si ce n'est les objectifs d'Israël. Et Israël qui veut l'expansion de son territoire parce qu'elle a toujours dans l'histoire, disons, pris les opportunités, les crises comme des opportunités. Elle veut une expansion au Liban, même si elle est en train de prendre une raclée, mais c'est des gens qui ne lâchent rien dans le temps, et puis en Syrie, etc. Alors les États-Unis
les États-Unis, le peuple américain et même les instances américaines, la plupart sont contre cette guerre. Les États-Unis ne sont pas en état de guerre. Et je pense que si les États-Unis étaient en état de guerre, leur production militaire, elle serait été beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Puisque même il y a des sénateurs qui sont en train de parler d'essayer comment réduire le coût, de produire des armes plus efficaces, moins chères et moins technologiques. On sait qu'Israël avait Netanyahou lui-même, en 95 au Congrès, il est venu avec une liste de 7 pays à abattre, il reste que l'Iran. Donc la question est simple. À part se défendre, c'est quoi le but géopolitique de l'Iran, même s'il résiste avec ses missiles, etc. Merci, Artisan. Ok. Hein? Ok. Merci Alélo. Akram, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Akram. Donc le but de l'Iran, je rappelle que l'Iran, elle se fait attaquer quand même. Hein. Je pense pas qu'elle ait un but. Donc tu dis, c'est quoi le but géopolitique de Non, l'Iran? non, Attaque. je peux expliquer le but Ok, vas-y. géopolitique. Ok, merci. L'Iran veut une nouvelle architecture sécuritaire, de sécurité dans la région du Golfe et au Moyen-Orient. Une architecture de sécurité qui soit dépourvue de la présence des États-Unis et de l'influence d'Israël. Donc, les Iraniens ne sont pas contre une certaine idée de l'existence d'un État où les Juifs vivraient sur son territoire qui soit au Moyen-Orient. Donc, ils ne sont pas tout à fait contre, disons, un pays où des musulmans, des chrétiens et des juifs vivraient de manière libre et Pacifique. égalitaire et égale sur ces terres. On peut l'appeler Palestine ou Israël, c'est pas important pour les Iraniens. Mais ils ne veulent pas qu'il ait une influence, qu'il devienne une source de projection géopolitique d'une idéologie sioniste. Ça, ils ne le veulent pas. Très, Donc, très, ils très veulent une clair. nouvelle architecture de sécurité sans les États-Unis. Donc, ils ferment avec les États du Golfe pour assurer le contrôle du détroit d'Ormuz, du Golfe arabo-persique et des échanges et vivre en paix ensemble et moins d'influence sioniste. Très clair. Hamza, rapidement une question pour Akram parce que j'ai promis de le libérer au bout Ouais, d'une heure. Là, on salam a alaikum, dépassé Akram. de Salam 12 alaikum, minutes. Akram. J'ai une petite question. On a parlé du balistique iranien et du drone iranien, mais je voulais te poser une question sur le SAM, sur les armes défensives aériennes iraniens, parce qu'ils fabriquent. Est-ce que tu penses que c'est les armes, enfin les SAM iraniens qui ont été utilisés pour abattre les F-35 ou parce que je vois pas les Russes leur donner les S-500 ou les Non, non, S-400. les S-500 n'abattraient pas un F-35 comme ça parce que Donc c'est pas fait pour ça. C'est donc pas fait pour ça. c'est bien la technologie iranienne qui a été utilisée pour abattre les Tu vois, F-35. très rapidement et de manière très schématique pour expliquer comment un SAM fonctionne, il y a trois façons. Trois façons. Ou bien tu as un radar au sol qui détecte un avion et qui lui envoie un missile qui a lui aussi un radar sur son nez. Donc, dans le cas du F-35, il est furtif, c'est très dur de le capter au radar. Donc, on oublie ça. Il y a une deuxième façon, c'est détecter l'émission de chaleur. C'est possible sur les Infrarouge. F-35, mais c'est sur des distances qui sont plutôt courtes, qui ne peuvent pas dépasser disons, les 50 km, 25 km. C'est possible. Ça a été utilisé par les Iraniens sur leurs différents missiles, qui m'a le 358, qui m'a le Majid, qui m'a le Qaher, je crois. Et il y a une troisième possibilité qui, là, n'existait pas avant. Le quantique. Elle existait sous une forme embryonnaire chez les Russes avec le Osaka, chez les Soviétiques avec le Osaka. C'est les yeux, c'est la caméra. Si tu as une caméra qui regarde, qui voit un avion venir, et qui, avec la caméra, tu guides le missile jusqu'à l'avion, là, tu peux le toucher. Si tu le vois avec tes yeux, si la caméra le voit, eh ben, un F-35, tu peux le voir avec les yeux. Je l'ai vu au Bourget voler au-dessus de moi. Donc, les Iraniens, à partir début des années 2000, ils ont pris cette piste-là, ils ont acheté des caméras chinoises, ils ont utilisé des plateformes soviétiques,
de missiles, et ils ont fait coucher tout ça ensemble, et ça a donné le programme Ra'd, le programme Tabas et le programme Khordad 3, qui travaillent sur des horizons et des distances différentes. Et je pense que le F-35 a été frappé par un Ra'd 2, donc missile tiré, F-35 détecté par une caméra infrarouge et un télémètre laser longue portée sur une cinquantaine de kilomètres. On lui tire un missile dessus, on le guide avec la caméra, et c'est pour ça que le F-35, ben, il volait droit. Il n'a fait aucune manœuvre d'évitement, il ne savait pas. Le gars, il est dans l'avion, il s'est pris le missile, il ne savait pas qu'il allait se prendre un missile. Et c'est totalement passif et furtif. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On prend une dernière question de notre frère Numidi et on va libérer Akram. Donc, voilà, tfadal Numidien. Oui, Numidi. bonsoir, Allez, bonsoir Akram. rapidement une question. Ouais. Bonsoir Akram, bonsoir tout le monde. J'ai une question. Bon, on a l'impression, on va avoir l'impression qu'elle sort du contexte, mais elle est dans le contexte. Je vais être un peu long, donc soyez indulgents avec moi. Donc la question ne sort pas du contexte, justement. Donc si on rentre dans le comparatif avec le système de défense aérienne qui était mis récemment à l'épreuve, donc concernant l'Iron Dome et les batteries de Patriot, dernièrement, dans le comparatif avec le Barak MX, qui est un système de défense aérienne avancé offrant une protection multicouche contre de diverses menaces, notamment les drones, les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques, avec une portée pouvant atteindre 150 km. Donc je continue. Des images de satellites et des... Pose ta question, parce qu'il connaît Non, tout ça. c'est très important. Apparemment, Non, c'est la question, c'est la question. Bukhari, C'est la question. Des images satellites et des Mais signatures. attendez, je pose la question directement parce que là, vous هذو connaissez Barak, Barak MX, il n'y a pas de problème. يعرفوا ما يمتخاش. Non, mais j'aimerais bien continuer. C'est une information et une question à la fois. Alors, Je sais pas. تفضل. Voilà, justement. Alors, des images satellitaires et des signatures électroniques qui ont pour la première fois, donc je veux dire la fin de l'année, indiqué un déploiement au sud de Yahya Gharb, au nord de l'est de Rabat. Le Maroc a commencé à recevoir les composants de Barak MX en 2023 avec une capacité opérationnelle complète confirmée début 2026. Des médias israéliens ont détecté les signatures électroniques du système qui l'ont décrit comme un dôme de fer du désert pour les régions sud et le Sahara face notamment à la menace de drones provenant de groupes tels que le Front Polisario. Par ailleurs, la Slovaquie a également décidé d'acquérir ce système de Barak AMX entre protection multicouche contre les drones et puis les avions et les missiles de croisière, donc menaces balistiques, avec une portée pouvant atteindre 150 km. Donc, il intègre notamment le radar ELTA-ELM 284, donc un centre de commandement avec des contrôles ainsi que des missiles ayant des portées de 35, 70 et 150. Donc, qu'en pensez-vous, monsieur Akram, je veux dire, dans le comparatif par rapport avec le système donc de défense aérienne de l'Iron Dome et des batteries de Patriot dans le comparatif avec le Barak MX? Est-ce qu'il est aussi obsolète comme les autres? Il est multicouche, on parle de couche, hein, t'as les bébés. Si, justement, c'est ce que j'ai voulu savoir. Sérieusement. Ouais, c'est ce que j'ai voulu savoir. C'est un système antiaérien comme les autres. Les défenses, Lyon, même avec un missile SAM des années 50, un SA-2 par exemple, on peut faire tomber un avion. Et avec le meilleur, le missile le plus performant au monde, on peut rater un avion. Donc c'est un tout. Il y a pas, c'est un, comment dire, la défense aérienne, elle ne se fait pas sur PDF. C'est pas du marketing. Ouigoulek, par exemple, le radar NTAO, il peut capter 470 à 470 km. Ok. بصح si on le met à Sidi Yahya al-Gharb, il va capter à 470 km vers l'Atlantique et à 70 km vers l'Ouahid, parce qu'il y a des montagnes. Donc, il y a la réalité. Les Israéliens, je l'ai dit d'ailleurs dans l'entretien que j'ai donné
مع والترك الاسبانيول هذا كمان. شوف les Israéliens وعليه في ils ont الماركتينغ هكا قلت ils ont la لهم. meilleure industrie militaire en termes de marketing. Mais يبيعوا sinon, مليح صاحبي leurs équipements sont très, très, très moyens. On n'est pas dans la qualité française, on n'est pas sur de l'ingénierie qui est de longue date. Huma, ils sont efficaces. L'industrie israélienne est efficace sur toutes les حاجات. Je vous le dis. J'ai travaillé dans la défense et je connais très bien l'industrie israélienne. Ils sont efficaces dans trois choses. L'oula, le piratage. Ils savent voler des données technologiques. Mais ils n'inventent pas. Ils sont pas créatifs. Haja Thania, ils ont le Mossad qui joue le VRP pour eux. Huma, le Mossad, il va aux appels d'offres. Ils vont ramener les offres des autres concurrents. Ils vont mettre pression sur les acheteurs. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à vendre. Et troisièmement, le troisième avantage qu'ils ont, Huma, c'est que c'est de la technologie, enfin, c'est le marketing. C'est le marketing. Akram, si tu permets خليه juste... باقي يكمل Ouais. سامر ما Non, non, كملش. كمل ترى, vas-y, كملت vas-y. اوكي. Non, j'ai vu. Vas-y, Samir. On était dans la même comparaison. J'ai vu un autre pays aussi qui fait beaucoup La d'enfumage comme Corée. ça. La Corée, mais j'ai aussi vu les Turcs. Tu penses quoi de leur industrie? L'industrie turque كبيرة parce que le marché turc كبير, leur armée achète, sponsorise, investit beaucoup, ils ont Non, des je parle sur la ingénieurs. qualité. Non, non, يعني أنا نقول لك pourquoi c'est une qualité qui est meilleure que la qualité israélienne. Parce que d'abord, ils sont contraints par les normes OTAN. Israël n'est pas D'accord. membre de l'OTAN, même s'ils ont de l'équipement OTAN. Ils sont contraints par la norme OTAN. Ok. La technologie turque, elle est bien parce qu'ils ont investi Houma, dans la créativité, dans les ingénieurs. C'est meilleur que ce que font les Israéliens. Très Ok. honnêtement. D'accord. Très Très bien. honnêtement. C'est pas au niveau, dans la défense aérienne, c'est pas au niveau des Russes, mais c'est très très bon ce qu'ils font. Très bien. Est-ce que est-ce que يعني parce que j'ai vu une fois une de tes interviews où tu disais on a un rapprochement avec eux qui n'est pas vraiment. Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour nous de se rapprocher d'eux sur le plan militaire? On voit sur le plan économique, bon voilà, mais ils essayent aussi de percer sur le plan militaire. Tu penses que c'est bénéfique ou c'est nocif pour Sauf s'éloigner? ce que je sais d'eux, militairement, c'est que d'abord, ils se distinguent par rapport aux autres pays. Bhaja, c'est que eux ne sont pas contre le transfert de technologie vers l'Algérie. Ils ne sont D'accord. pas contre le fait de ne vendre qu'à l'Algérie si l'Algérie demande, si l'Algérie est sérieuse. Si Ok. demain on leur dit on fait une usine pour fabriquer des missiles, ils disent il n'y a pas de problème, ça va vous coûter tant, on sera là, on vous formera vos ingénieurs, on viendra, on enverra les nôtres, etc. Ça, c'est pas tous les pays qui le font facilement. Si on leur dit en plus ne vendez pas aux Marocains, ils ne vendront pas aux Marocains. عندهم حتى مشكل. Mais Akram, t'as dit c'est un membre de l'OTAN, il est tenu par. Par quoi? Non, non, يعني ils sont membres de l'OTAN, بصح ils sont libres de. Bon, هذيك من بعد تدخل في حاجة خلاف اللي Ok. يسمى les composants ITAR. Les Voilà, composants هاك ITAR, فهمتني ce هاك sont فهمتني. Ouais. des composants. Mais l'industrie turque, justement, elle est très peu itarisée. Hein. Très, très peu de composants ITAR. Donc c'est vraiment, c'est très rare de tomber sur ça ressemble un peu à ce que fait la France. Parce que Hmm. les Français, Tani, c'est pas itarisé du tout. Donc تقدر تشري من عندهم. C'est pour ça qu'on a beaucoup acheté dans les années 90 et 2000 من فرنسا, parce que les Américains ne pouvaient rien nous faire. Ouais. Très bien. Je te remercie, Akram. On a abusé de ta patience. Merci Je beaucoup. m'excuse. On a dépassé de 20 minutes. Mais je vais te poser quand même une dernière question pour la route. On a vu effectivement l'entrée en service du Su-57 avec d'autres équipements comme pour toi, c'est Su-35. voilà, bon. Pour toi, est-ce que c'est vraiment un vrai game changer? Ou est-ce que les gens un peu extrapolent, exagèrent? Et comment tu vois هذا nouvel équipement هذا, comment tu le vois s'intégrer dans notre architecture de défense globale comment tu vois les choses, sachant qu'on a vu que le Sukhoi 57, il va être
logés, hébergés dans les mêmes bases. T'as le MiG 25 qui a été quand même la fer de lance pendant plusieurs années de notre armée de l'air. Non, non, sauf le plus important, c'est quoi? C'est que l'armée de l'air Internet coule à la page. Il y a un avion de cinquième génération, il faut que notre flotte soit à la génération qu'il faut. Donc ça, ils le font. Je trouve que c'est une bonne chose. J'ai un peu suivi le parcours de formation de Hadik. Ça a été fait d'une manière très très sérieuse et très très bien faite. Ça date de plusieurs années maintenant et tout. Donc là, personnellement, je suis très satisfait. Après, il n'y a pas d'arme miracle, il n'y a pas d'arme magique, ça n'existe pas. C'est un plus énorme, mais il n'y a pas d'arme miracle. Et quand on a un idiot aux commandes, que ce soit sur le plan de l'avion lui-même, du commandement, ben, on peut avoir une catastrophe. Donc c'est un tout, il faut tout moderniser, il faut avancer partout, et il faut savoir tenir ce qu'on veut dans ma canne. Bon, réponse peu diplomatique, mais on a compris. En tout cas, merci. Merci Akram, merci beaucoup Akram pour ta gentillesse. Et je pense, franchement, parce que là, les gens, je pense que ça serait bien si tu peux, peut-être pas une fois par mois ou là, une fois, 2 fois par mois, ça serait bien qu'on sanctuarise, il y a des entretiens comme ça sur TikTok, parce qu'il y a beaucoup, tu sais que tu as beaucoup de fans, des gens qui te connaissent pas, qui racontent, qui passent leur temps à raconter n'importe quoi sur toi. Et donc c'est bien d'être présent et la nature a horreur du vide parce que je pense que tu es quelqu'un qui parle vrai et je rappelle que le patriotisme, c'est pas le bniwiwizm. Vous le faites, femme. Oui, Être patriote, si vous aimez votre pays, vous devez pas applaudir tout le temps. faut Et pas faites juste caresser au sens du poil, voilà, comme on dit. tu vois, Voilà. et peut-être ce qui est le plus courageux et le plus nationaliste, c'est de dire quand les choses ne vont pas. Et Akram a toujours été correct, c'est quelqu'un de, يعني de bonne famille, ما راهش يعني من عائلة ثورية يعني في la région de Constantine. إنسان وطني, il n'a pas justifié quoi que ce soit. Et quand il fait une critique, c'est toujours dans un cadre respectueux. هذا مكان et notre voilà Akram ce que je dis à ta place, mais je pense qu'il faut qu'on en fonction de ton agenda, ça serait bien qu'on ait des entretiens Voilà. يعني, Juste réguliers. بالقسم Voilà. كاينه منها اكرم لو لونسمون تاع la construction des types 56 en Algérie. Enfin, Normalement, je l'ai vu sur DZ Force, mais je sais pas, alors je voulais te poser la question. normalement. Très bien. Voilà. Merci Akram, merci beaucoup mon frère. Tu es Merci toujours le beaucoup. bienvenu, tu es chez Voilà. toi ici. À la prochaine. Shukran Habibi. Shukran. Shukran. Sahid Habibi. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir, Khoya Samuel. Tu vois, Bah oui. on accueille yani, des gens de haut niveau. Marhaba bik, la sœur Anya. Tiens, je vais la faire monter Bah oui. parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Et là, en ce moment, il y a des trucs que je vois qui me plaisent pas. Marhaba bik, l'autre Anya. T'es arrivé après la bataille, ma sœur. Bah oui, je suis vraiment déçue. J'espère qu'il va être sur Mais YouTube. je vais le mettre sur YouTube. Je vais mettre l'entretien sur YouTube. Je pense Sérieux, que on a bien profité. Yani, c'était vraiment bien. J'ai travaillé aujourd'hui, je suis vraiment bah, allez, désolée. S'il est Sharpé encore là Ahmed. et qu'il écoute, je prie que je lui présente déjà Mais on mes va faire. excuses, hein. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est Voilà, pas je très lui grave. présente mes C'est plus pas. plates excuses. Non, Je vais aller dans le sens ok. que Ouais. de ce que tu as dit et de la façon dont tu l'as décrit, et je suis entièrement d'accord. J'avais Non, fait non. d'ailleurs un live avec l'un de ces articles concernant la Mauritanie. Il faut Non, savoir non, reconnaître ses erreurs c'est et quelqu'un, quand c'est on a un, été manipulé. voilà, moi c'est quelqu'un de très patriote, yani ma cache mushkil, yani, et il faut pas confondre, je vous le dis, le bniouisme avec le patriotisme, voilà. Bon, Exactement. on va s'arrêter là. Merci beaucoup Anya, merci Samuel, un Barakallahu dernier fik. mot. Allez, Merci. frère
À la prochaine بقاسم. Salutations Vo- à Ania et tout le monde. فوالا ميرسي بوكو سامر، شكرا. صحة خير. صحيت ونكتفي يعني بهذا القدر. الامل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.